Donc ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Ivan Chenouf, qui nous fait ce cadeau de sa présence pour nous parler justement d'oral, de littérature, d'albums. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Yvan Chenouf, je suis enseignante à la retraite et membre de 3 associations de littérature de jeunesse, de lecture et d'écriture et de littérature du Lala, éveil aux langues. Donc, c'est au nom de cette association que je parle aujourd'hui. Est-ce que, Julie, on pourrait mettre la diapo juste avant? Voilà. Avant. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était pour montrer du Lala. Non, juste avant. Désolée. Voilà, c'est bon. Voilà, donc je vais parler peut-être un peu vite, c'est mon défaut. Donc je voulais vous dire que je vais envoyer mon texte à la fin de la semaine, qu'il y aura la bibliographie qui sera comprise, bien sûr, et je laisserai mon PowerPoint s'il y a des gens que ça intéresse. Donc vous pouvez vous détendre un petit peu parce que c'est peut-être un peu nourrissant. Voilà. Donc, j'ai rencontré Dominique Collado au Liban et puis je crois que Julie était aussi au Liban. Je garde un très beau souvenir du Liban et je salue tout particulièrement les gens de ce pays qui m'ont vraiment marqué. Donc, on doit parler d'oral aujourd'hui. Je sais que vous êtes au cycle 1 et du coup, je vais essayer de faire un peu le point avec vous de comment on peut relier cet oral à l'écrit, puisque on dit que jusqu'à 6-7 ans environ, on progresse à l'oral par l'oral et à partir de 7 ans, on progresse à l'oral par l'écrit. Donc, on a une relation particulière d'entraide de ces deux langages. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, j'ai commencé par une phrase de Jean-Paul Sartre qui raconte que quand sa maman lui racontait des histoires, les choses n'étaient jamais tout à fait pareilles. Et il dit, à l'oral, les histoires vivaient de petits bonheurs. Mais quand elle a commencé à lui lire des histoires, alors les histoires revenaient exactement dans la même forme et il dit donc qu'elles avaient acquis des destins. Voilà, donc quand on passe de l'oral à l'écrit, on passe des petits bonheurs au destin et franchement, on a besoin des deux. Voilà, on a donc peut-être pour définir sur la diapositive suivante, pour définir peut-être moi ce que j'ai compris de cette réunion, pourquoi parler d'oral alors qu'on a un peu tendance à penser que c'est spontané, naturel, qu'on apprend à parler en parlant avec les gens. Alors d'abord parce que c'est le mode d'intervention principal des jeunes enfants, hein, c'est avec la langue, le langage qu'ils s'approprient le monde, mais bien sûr, ce n'est pas le seul langage. Hein. Il y a le mime, il y a la danse, il y a le jeu, il y a le dessin, la construction, etc. Mais le langage, c'est l'outil principal de construction de la pensée, du monde, voilà. Et la deuxième raison qui m'intéresse, moi, c'est parce que c'est avec le langage qu'on construit une pensée. Mais ce langage, il n'est pas tout seul, on ne le pratique pas tout seul, sauf quand on fait une conférence en visioconférence où on parle à des gens qu'on ne voit pas, malheureusement. Sinon, ça se construit dans des interactions et ça se construit à l'intérieur de projets. Donc, dans l'Association française pour la lecture, où je milite depuis 40 ans, on dit que c'est à plusieurs qu'on apprend à lire tout seul. Mais en fait, c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul. Donc, voilà. Suivant. Alors, peut-être on va voir cet oral, parce qu'en fait, il n'y a pas un oral, il y a plusieurs orales. Alors, j'ai enregistré une conversation d'un petit enfant de 18 mois, de 20 mois, à qui j'avais offert un livre qui s'appelle « Je suis tout » de Anne Le Tuff, qui est aux éditions de l'Atelier Soluble. Donc, il était très attiré par l'escargot qui est en couverture et il commence par dire à sa maman « A vu ?» et « Gogo ». Et la maman répond, elle pourrait dire oui, j'ai vu, ou non, je n'ai pas vu. C'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle dit un escargot, il est beau l'escargot. Le petit, il a absolument pas dit ça. Il a dit a vu et gogo. C'est pareil si un enfant, par exemple, voit qu'on sort la voiture et qu'il regarde et qu'il dit te, on peut lui dire bah oui, c'est l'anniversaire de ta grand-mère, on va chez ta grand-mère aujourd'hui.
Et le petit a jamais dit ça, il a dit te. Autrement dit, quand un enfant commence à parler, si on ne renchérit pas sur sa parole, surenchérit pas sur sa parole, il n'apprendra pas à parler. Donc on va voir comment ça se constitue ensuite. On voit que là, il voit 3 escargots sur la page. Et là, il dit oh là, et gogo, là, et gogo, là, et gogo, c'est-à-dire qu'il commence par énumérer. Le premier outil scientifique des tout petits, c'est le doigt, l'index. Avec l'index, ils montrent les choses et ils attendent qu'on les nomme. Et la maman ne dit pas oui, il y a 3 escargots. Elle introduit encore. Elle dit encore un escargot, oui. Deuxième chose, il fait comme s'il n'entendait pas et il dit wa et gogo, 2 autres escargots. Et là, la maman va faire quelque chose d'assez prodigieux. Elle dit oui, il est beau, l'escargot, c'est un bel escargot. C'est-à-dire que dans cette réponse-là, elle introduit 2 mots pour dire la même chose, la beauté de l'escargot, mais le premier mot s'appelle beau et le deuxième s'appelle belle, alors qu'on est tout à fait dans du masculin singulier. Petit à petit, c'est par ces reprises enrichissantes, nourrissantes et structurantes que les parents, la plupart du temps, mais les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs, les adultes autour, vont aider les enfants à progresser. Mais ça ne se passe pas dans toutes les familles. Alors, on va continuer pour voir la suite, parce que les enfants vont, ce petit garçon qui s'appelle Milo, va voir quelque chose, un petit enfant sur ce livre qui est triste. Et on va voir qu'il va résister aussi. Il n'apprend pas de manière joyeuse forcément. Les enfants, ils ont aussi un pouvoir de résistance. Et les apprentissages, ils se construisent aussi dans la résistance. Et la maman dit, il est triste, oui, il pleure. Donc, elle surenchérit à fond. Hein. Et le petit dit, essaye de dire triste. Il a compris qu'il n'avait pas dit tout à fait correctement. Et donc, il dit kyste pour prendre le treux. Et la maman redit, oui, il est triste, le petit garçon. Et là, hop, on monte encore d'un cran, il a du chagrin. Et le petit reprend son titre de tout à l'heure, de tiste, et on passe à la diapo suivante. Et là, il va montrer le feu, et il va dire, on suppose qu'il a voulu dire que le feu était beau, bœuf, là est bœuf, feu. Et la maman introduit maintenant de la phonétique. Elle dit, ce n'est pas le bœuf, c'est le feu, il brûle. Et elle introduit une phrase où elle va montrer la différence, elle va faire la différence entre le feu et le bœuf. Et le petit va résister, va dire, non, non, là est bœuf, là est bu. Et la mère va dire, brûle, en insistant bien sur le R. Et là, le petit va dire, oui, les U. Et puis là, c'est encore pas c'est pas dans ses capacités. Donc, on voit que l'oral qu'on construit avec les enfants dans certains milieux, c'est un oral extrêmement riche et c'est un oral qui va être dans une surenchère à tout niveau, au niveau phonétique, au niveau lexical et au niveau syntaxique. Et petit à petit, eh bien, l'enfant va avoir à cœur de parler le mieux possible. Donc, diapositive suivante. Voilà, alors on va faire une distinction entre l'oral et puis l'oralité. Et puis vous allez voir un troisième mot qui a été, je pense, moi je l'ai lu dans les travaux de Jean Verrier, qui était inspecteur général, qui parle de oraliture. Alors d'abord, l'oral, c'est ce qui sort de la bouche, hein, c'est ce qui sort de l'appareil phonatoire et c'est ce qui se transmet pour les humains par la parole, mais ça peut se transmettre pour les animaux par un cri, pour les humains aussi. Et je vous ai mis à côté le petit personnage de Philippe Corentin dans Papa qui met son doigt sur la bouche parce qu'il n'y a d'oral que s'il y a aussi du silence. Donc voilà, page suivante. Donc il y a 2 formes d'oral. Il y a un oral spontané. Il est peu conceptuel parce qu'il colle à la situation. Autrement dit, on décrit ce qui se passe, on s'exprime, on dit qu'on est heureux, on communique quelque chose. Et puis, il y a l'oral de la littératie. Alors, la littératie, c'est toutes les caractéristiques qui sont liées à la familiarité avec l'écrit. Donc, c'est être capable de dire qu'un livre a des pages, par exemple, ou qu'il y a un titre, ou qu'il y a des mots, qu'il y a des alinéas. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on manipule au niveau de l'écrit. Et l'oral de la littératie, il est conceptuel. Et il y a des différences très nettes. Les chercheurs, par exemple, de Paris 8, ont montré la grande différence entre les milieux populaires qui utilisent beaucoup plus souvent un oral spontané, alors que les milieux à fort capital culturel utilisent beaucoup plus l'autre oral qu'on appelle un oral secondaire la plupart du temps. L'oral secondaire,
il se contente pas, c'est péjoratif de dire les choses comme ça. Voilà, il ne dit pas les choses, il va ressaisir le réel pour essayer de l'argumenter, de l'interroger, de l'explorer. Donc, c'est un oral de la pensée. Donc, page suivante. Voilà. Alors, on va ajouter à ces choses-là, à ces deux oraux qu'on vient de voir, autre chose qu'on va appeler des bruits, des sons. Alors, parmi les bruits, les sons, en fait, devant mon écran, j'ai la diapo, je suis très contente de voir Caroline d'Inquiéma, mais du coup, je ne vois pas la fin de ma page. Mais bon, je suppose que c'était des sons. Donc, on a dans ces choses-là qui sont des bruits, on va dire, et qu'on va retrouver dans les livres, il va y avoir les onomatopées, les interjections, les cris, les commandements et la ponctuation. Et ça, quand on va lire des textes à des enfants, il est évident que ça, ce sont des choses qu'on ne va pas dire de la même façon que le reste, et c'est quelque chose qui va donner de la chaleur à ce qu'on est en train de dire, de l'intensité, du mystère, de convoquer de la peur, etc. Donc, on va passer à la suivante. Voilà. Du coup, tout ce qui nous intéresse en maternelle, c'est d'essayer de trouver des situations où on ne va pas seulement décrire le réel, dire ce qu'on ressent, etc., mais on va essayer de ressaisir par la parole les choses qui sont autour de nous, les environnements, etc. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé dans une moyenne section à Grenoble avec des enfants qui ont eu à dire, à définir. Ils parlaient de Lyon, ils avaient à peine 4 ans et la maîtresse leur a demandé « Mais comment est-ce que vous avez fait pour savoir ce que c'était qu'un lion ?» Et donc, les enfants ont commencé, donc ça commence à gauche et ça continue à droite. Ils ont commencé à faire cette chose qu'on fait souvent pour décrire. C'est un animal sauvage avec des moustaches, de la crinière, des ongles, non, des griffes. Donc, on voit que l'oral, c'est quelque chose qui est exploratoire. On commence par énumérer dans le désordre, et puis petit à petit, si on se trompe, par exemple, si on a dit ongle à la place de griffes, on corrige au fur et à mesure, comme si on effaçait quelque chose qui était faux et qui était précédent. À l'écrit, ça ne va pas du tout être comme ça. À l'écrit, on enlèvera les ongles, on mettra les griffes, et on organisera cette liste qui, ici, est une liste spontanée. Quelqu'un rajoute, il rougit quand c'est en colère, ça fait peur. Et du coup, c'est pareil, l'oral est correctif. Ce n'est pas rougi, c'est rugi, c'est comme crier. Et quelqu'un va faire un pas de plus, il va donner une définition, ça veut dire crier pour les lions. Autrement dit, on voit que dans cette simple conversation, grâce à l'interaction avec les autres, on a construit quelque chose par énumération, par correction, par définition, et à partir de là, les choses commencent à se préciser. On va donc passer à la suivante. Et là, les enfants vont essayer de définir la particularité du lion en le décrivant en tant qu'animal sauvage, différent des animaux domestiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un animal sauvage? Eh bien, c'est un animal qui se sauve quand il voit les gens, comme les oiseaux sauvages. Il ne reste pas avec les gens dans les maisons, il va dans la forêt. Ce n'est pas comme un chat, un chien ou un mouton, c'est comme un ours, un loup, un tigre. Et là, on voit que pour définir quelque chose dont ils ne sont pas familiers, les enfants vont donc procéder par comparaison avec les choses qu'ils connaissent, soit pour les opposer, soit pour les relier. On trouve ça, par exemple, dans l'Éolionie, dans Pilotin, quand le petit poisson Pilotin va dans la mer, il voit des méduses, il voit des murènes, il voit un tas de choses qu'il ne connaît pas. Et donc, pour définir ce qu'il ne connaît pas, il va essayer de trouver une comparaison, un point de référence. Suivante, on va ensuite montrer que les enfants vont rentrer dans le récit. Donc, le lion, pour le définir, on va le mettre en scène. Il marche, et s'il trouve une bête, il la griffe. Mais la bête se sauve. Alors, il lui court après, il la rattrape. Quelquefois, les bêtes, elles dorment, il approche doucement et il saute comme ça. Il bondit, il la mord et il la mange avec les autres lions. On voit donc que cet oral-là, il a permis il a fait en sorte que les enfants ont fait plusieurs choses avec le langage, puisque avec la langue, ils ont donc commencé par des énumérations,
par des comparaisons, par des définitions, et il termine par la forme la plus élaborée, celle qui va nous amener vers l'oral secondaire, c'est-à-dire vers les livres, le récit, c'est-à-dire la manière de raconter quelque chose en donnant du suspense. Vous voyez, on va répéter le verbe marcher, par exemple, on va aussi mettre en scène le fait que elles sont en sommeil, les bêtes, donc elles ne s'attendent à rien. Il approche doucement et il saute, donc on voit la ruse. Autrement dit, dans tous ces récits-là, les enfants sont en train de se faire un film, comme on dit, mais en tous les cas, d'être déjà dans un scénario qu'ils vont retrouver dans les livres. Alors, le chercheur que je vous noterai dans le texte que je vous donnerai, c'est Frédéric François. Alors, ce n'est pas le chanteur, c'est un linguiste, Frédéric François, qui a fait de très, très belles retranscriptions des récits d'enfants et des analyses de récits d'enfants. Voilà, alors donc suivante. Voilà, donc on a donc 3 entrées pour parler d'oral. On a l'oral qui est plutôt de l'ordre des bruits, des sons, des choses qui sont en dessous du mot, même si des fois c'est des mots, en fait, non, c'est des mots, mais qui sont en dessous d'un lexique, qui sont des bruits. L'oralité qui va mettre en échange entre 2 personnes ou 3 personnes, et l'oraliture qu'on va décrire et qui va s'approcher des livres. Donc on va commencer par l'oral. Voilà, donc l'oral, c'est ici, pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui va accompagner un dessin ou qui des fois va remplacer un texte et qui ne va pas apporter de dommages pour le sens. C'est-à-dire que, par exemple, dans un petit livre qui s'appelle Album de Christian Bruel et Nicole Claveloux, vous avez une colonne de jouets qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Évidemment, à un moment, tout tombe et le seul mot qu'on a sur la double page, c'est un énorme boom qui apparaît, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien, il n'y a aucune explication, il n'y a pas d'image, il n'y a que le mot, mais le mot remplace avantageusement et fait comprendre très très bien ce qui est en train de se passer. Suivante. Voilà, donc la reine de l'oral, c'est l'onomatopée. C'est quelque chose qui est court, qui est subi, qui va reproduire des sons. Alors, ça peut être des ingurgitations, miam miam, ou des régurgitations, burk, des crissements, des vibrations, bzz, des secousses, des écroulements. Ça peut, une onomatopée imite des voix humaines ou animales, les cris, les appels, les injures, etc. Mais elle va aussi transmettre des sensations plus ou moins agréables, du bien-être, de la douleur, de la colère, etc. Voilà. Alors, on va entrer dans les livres pour regarder un peu comment ça se passe. Voilà, donc je vous ai mis des livres qui marchent très très bien avec les tout petits, c'est Jean Mobille, ce sont des livres qui ne sont, comment dire, qui sont anciens mais qui fonctionnent toujours très très bien. Donc ce qui marche, alors on se demande, parce que les enfants aiment bien quand il y a des onomatopées, donc j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait dire de ça. En fait, c'est un mode d'expression qui est primitif et qui renvoie à la totalité enfantine, c'est-à-dire la manière qu'ils ont d'aborder le monde avec le corps, avec un mot, etc., et de rendre compte ainsi de façon rapide les sensations, les perceptions, de façon rapide et rythmée la plupart du temps, brutale, sec, etc. Et puis nous, les grands, eh bien, ça nous plaît parce que ça nous met en état de régression, et une régression qui est plutôt agréable. Donc, on va passer à la suivante. Voilà. Du coup, dès qu'on va en classe, ce qu'on peut essayer de voir, c'est d'essayer de voir tous les livres dont les titres sont des onomatopées. Alors, je vous ai remis le vrr de Christian Bruel et Nicole Claveloux. Il y en a énormément, on va en voir tout à l'heure. Et puis, on a de la chance parce que on va avoir d'autres livres comme celui qui s'appelle Boom ici, qui est le grand imagier de toutes les onomatopées, c'est-à-dire on va avoir un classement et à côté, vous avez un autre album, Kesako, qui est un album produit par les éditions Migrilude. Migrilude, c'est une édition qui produit des ouvrages dans le sud de la France en plusieurs langues. C'est un éditeur plurilingue. Alors, ça, c'est intéressant pour nous parce que dès que les enfants commencent à comprendre quelque chose, connaître quelque chose, il faut qu'on essaye de classer, de catégoriser. C'est dans les programmes, il faut qu'on passe des éléments aux catégories et des catégories aux éléments. Donc, quand on a un imagier des onomatopées, eh bien, on pourra voir si les dernières onomatopées qu'on a trouvées y sont, sinon on les rajoutera. Et puis, puisque vous êtes dans des pays qui parlent plusieurs langues, eh bien, on pourra aussi agrandir l'imagier de Migrilude et donc, comme ça, commencer à entrer dans un classement des choses pour ne pas rester dans des rencontres spontanées et non structurées. Et on va voir que
qu'il y a beaucoup de choses à dire, même sur des choses comme ça. Par exemple, chute, qui est un mot qui revient très très souvent, eh ben, il peut avoir plusieurs fonctions. Au milieu, on voit bien que c'est le chute. Alors, c'est un album coréen. C'est le chute d'une maman qui demande aux animaux de la jungle de se taire parce que son petit voudrait dormir. Enfin, c'est ce qu'elle croit, parce qu'à la fin, tout le monde dort dans la jungle, sauf le tout petit. Le chute de Chute Chute Charlotte, qui est un très vieil album, c'est le chute qu'on dit à la petite fille qui est intempestive, hein, qui est toujours en train de faire des bêtises, c'est celle du milieu, donc elle existe. Et puis le ch que je vous ai mis en espagnol, je crois, de Chris Houghton. Alors, quand je vous les mets dans une autre langue, ils existent en français, ils existent en anglais, ils existent en général en 7 ou 8 langues. Chris Houghton, c'est un Irlandais qui est très, très traduit. Et ici, c'est le ch du secret. On a un plan, on va attraper des oiseaux, donc à partir de là, il faut se taire. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les tout petits? C'est qu'on va regarder comment on écrit chute. Alors, on écrira le chute en français de l'autre côté, mais on voit que le deuxième album va insister sur la voyelle, on va reprendre la voyelle. Le troisième album va répéter le chute avec une augmentation, une intensité plus grande, puisqu'on va, le premier chute est petit, le deuxième chute est un peu plus grand et ça monte. Et le premier chute, en espagnol ici, à deux points d'expression. Merci. Voilà. Et puis après, il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est qu'une onomatopée, on a l'impression qu'elle est évidente, qu'elle est monosémique. Eh bien non, elle est polysémique, parce que le zzz, ça peut être une abeille ou un moustique, mais ça peut être un ronfleur aussi qui est en train de dormir. Toc toc, ça peut être une demande de permission d'entrer quelque part, mais ça peut être aussi qu'il est complètement dingue. Et bloub bloub bloub, dans cette situation, c'est peut-être le clapotis de l'eau, ou c'est peut-être le chavirage imminent, c'est-à-dire que l'eau qui commence la bouée qui commence à percer. Donc, on voit qu'avec les enfants, sur toutes ces choses-là, on est sur le bruit, enfin sur l'oral, c'est qu'on va commencer à établir des classements, des comparaisons, et de voir aussi que les mots, même les onomatopées, ont plusieurs sens. Si je dis brun chez Corentin dans Plouf, ça peut dire que j'ai froid parce que je suis tombée dans l'eau froide, mais ça peut dire brr, j'ai peur parce que le loup vient d'arriver et que cette fois-ci, ça fait peur. Donc, diapo suivante. Voilà. Et puis, eh bien, il y a du trouble dans l'onomatopée aussi. Et donc, là, on est en plein dans la lecture puisqu'on est dans l'interprétation. Dans La Revanche de Lily Prune, c'est une scientifique. Je vous conseille ce livre, cet album de Claude Ponty qui est formidable. C'est-à-dire qu'elle a découvert tout ce que Newton, tous les grands scientifiques ont découvert avant elle. Elle l'a redécouvert. Et à un moment, son savoir va l'aider à se battre contre une Arachnas corbillas, un monstre terrible, qu'elle va pouvoir anéantir grâce à son biberon plein de lait dans lequel elle va appuyer et le bruit fait ce qui est écrit. Alors, c'est dommage qu'on ne se voit pas et qu'on ne s'entende pas, mais si vous deviez le lire, peut-être bien que si vous faisiez comme ça se passe souvent dans les interventions, on dit souvent pshh. Et ça, c'est la giclée, c'est le lait qui gicle, mais pas du tout. On ne peut pas dire pshh, parce que le ch, c'est pas le ch qui est, sur lequel il y a une insistance, c'est le T. Et du coup, c'est une pétarade, c'est un bruit de mitraillette, c'est une arme. Donc, on va passer à la suivante. Voilà. On voit donc qu'il y a énormément de choses à faire déjà sur les onomatopées à l'école maternelle, entre le fait de les collectionner, de les regarder, de les comparer, de les analyser, de les interpréter, et puis aussi de bien les utiliser dans le récit. Si, par exemple, l'onomatopée va revenir à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 pages, comme c'est le cas pour Screech, Scratch, Dip, Clapote, un magnifique album de Kitty Crotter, où c'est un petit garçon, un petit crapaud plutôt, qui a peur la nuit parce qu'il entend Screech, Scratch, Dip, Clapote, et que son père lui dit qu'il n'y a absolument rien, que c'est une histoire, et le père va prendre le lit de l'enfant, qui va dormir avec sa mère, et en fait, le père entend bien ce même bruit. Et en fait, c'est les bruits de la mare qui sont tout autour. Mais quand l'onomatopée revient à intervalles réguliers, les enfants l'attendent, et du coup, ils sont dans l'anticipation, et donc ils activent une fonction très importante en lecture, c'est de s'attendre à ce qui va arriver, de ne pas être sur le sens comme ça, mais déjà d'avoir à peu près deviné. Donc, pour les personnes qui lisent, pour les adultes, pour les enseignants, on va donc marquer le retour, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter un petit peu,
regardez les enfants, tournez la page avant de redire le fameux refrain que les enfants vont vite reprendre et même dire à la place du lecteur au bout d'un moment. Mais aussi, on va donc laisser un temps, un silence aux auditeurs de manière à ce que les enfants puissent à leur tour reprendre cette histoire. On va passer à la suivante. Et donc, quand l'onomatopée, au contraire, ferme un récit, c'est-à-dire qu'on n'en a pas du tout pendant tout le récit, comme dans le machin en français, eh bien, elle peut combler ou déjouer l'attente. C'est-à-dire qu'on va être obligé, du coup, d'interpréter, de se demander si c'est bien à ça qu'on s'attendait ou au contraire, on est complètement surpris. Alors, avant de tourner la dernière page, on va laisser le silence s'installer. Et puis, quand les enfants vont voir ce qui s'est passé, eh bien, on va demander d'argumenter. Est-ce que c'était bien ça que vous attendiez? Pas du tout. Et du coup, on va revenir au texte ou aux images pour pouvoir dire pourquoi on s'attendait à autre chose. J'imagine que vous connaissez cet album de Didier Jeunesse. Hein. C'est des animaux qui découvrent un petit bout de tissu et tout le monde essaye d'en faire quelque chose, un chapeau, un manteau, un tapis, etc. Et puis tout ça pour découvrir à la fin que c'est la culotte d'un petit garçon qui est en train de se baigner dans un étang. Et là, tout le monde, à la fin, fait barque complètement et recrache la culotte. Et voilà. Donc, on est devant quelque chose qui est une clausule presque à la fin. Donc, on va passer. Voilà. Et puis, il y a des petits chefs-d'œuvre. Là, c'est bien si vous aimez chanter, si vous aimez les chorales, si vous aimez les canons, les choses comme ça. C'est le moment où on va accumuler et différencier des onomatopées très différentes. Alors ici, il s'agit d'une petite oie qui ne veut pas marcher au pas. Et elle va donc inventer un petit pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la diapositive l'image suivante, mais tout d'un coup, son pas à elle, ça va faire snap, snap, snap. Et puis, elle va entraîner d'autres animaux. Un autre animal, ça va faire splash, splash, splash. Et puis, un autre, ça va faire autre chose. Et à la fin, c'est une fanfare incroyable. Je vous donnerai le lien où vous pourrez voir comment des musiciens ont mis en acte cette petite fanfare. Donc là, on est pratiquement dans le récit, puisque c'est pratiquement des sons qui vont rythmer, qui vont montrer que les animaux vont tomber tous en dissidence et refuser de marcher au pas, et marcher chacun dans le pas qui leur convient le mieux. Donc, on va passer à la suivante. Voilà. Alors, on a de la chance parce que il y a des auteurs qui nous font des livres entiers en onomatopée. Ce sont des livres complètement construit autour d'onomatopées. Donc, le premier ici, vous allez voir, c'est une succession de scènes différentes, des petits paysages, des petites scénettes où une onomatopée va surgir. Mais le deuxième livre, c'est un livre d'une des plus grandes autrice pour tout petit, Corinne Dreyfus. C'est le premier roman pour bébé, c'est-à-dire il n'y a aucune image dans ce livre-là, il y a des chapitres, etc. Donc si on regarde la page suivante, on va voir que du coup, quand on va construire tout un livre en onomatopée, on a besoin de mise en page, c'est-à-dire que pour être signifiante, il faut que l'onomatopée soit mise en page, donc on a les cuits qui s'en vont dans tous les sens, mais on voit que le bourdonnement des abeilles, lui, va faire cette espèce d'écharpe que l'on voit à côté. Ce livre-là marche très très bien avec les tout petits. Donc ici, on a rajouté du texte, bonjour les oiseaux, bonjour les abeilles, mais la plupart du temps, sur les pages précédentes, il n'y a absolument aucun texte et on comprend quand même l'histoire qui est en train de se passer. Page suivante, on voit que dans le premier album, Onomatopée, là, ici, c'est le bruit d'une balle qui risque de tuer un faisan ou un paon, je ne sais pas. Et donc ici, c'est le dessin qui va mettre en scène le risque ici, parce qu'on le voit au bec ouvert, ou à l'œil, et puis aux deux balles qui passent, le risque qu'est en train de courir le volatile. Donc on voit que pour que l'onomatopée soit signifiante, il lui faut tout un environnement qui l'encadre et qui la rende accessible. Donc on va passer à la suivante. Voilà. Et puis, on a un auteur onomatopéique, j'ai vérifié, ça existe ce mot, Philippe Corentin, qui, lui, utilise beaucoup les onomatopées, puisque c'est je pense, un des auteurs qui
qui travaille le mieux l'oral pour les tout-petits en ayant des textes très travaillés, aussi bien sur les images que sur l'écrit. Donc, plouf, c'est le bruit que fait le pauvre loup en tombant dans le puits. Patatras, c'est le bruit que fait la chute du loup qui n'arrête pas de se casser la figure. Et zzz, eh bien, finalement, c'était 2 mouches qui ont une demande particulière qu'on verra tout à l'heure. On va passer à la suivante. Voilà. Et puis, je termine sur Jules Renard parce que même si les enfants sont petits, il faut leur montrer des auteurs grands. Voilà. Il fait un tout petit texte dans Histoire naturelle, Jules Renard, sur les moutons et ça se termine par les moutons. Mais. Et le chien de berger, il n'y a pas de mais. Et là, on voit donc que l'onomatopée va entrer dans le sens, mais dans un sens évidemment, comme elle est sonore, l'onomatopée, elle ne correspond pas forcément au signifiant graphique et donc elle crée une joyeuse confusion de l'ironie qui n'est pas accessible par tous les enfants, mais quand ils comprennent le jeu de mots, eh bien là, ils sont absolument ravis. Donc, on a passé un peu vite, je suis désolée, mais comme on a 45 minutes, on a passé un peu vite cet oral qu'on néglige souvent parce qu'on pense que c'est de l'avant-texte, du sous-mot, etc. Et on voit que c'est ce qui va donner de l'énergie au texte, de la joie, de la tristesse, et en tous les cas, beaucoup de quelque chose qu'on va être obligé de prendre en compte par la voix quand on va raconter une histoire aux enfants. Et on va donc arriver avec l'oralité, avec une image de Fatou du bout du monde, un livre de Rue du Monde de Alain Serre, où on voit une petite africaine qui rencontre une petite esquimau. Voilà. Donc l'oralité, c'est quand l'oral va confronter un locuteur ou une locutrice avec un auditeur ou une auditrice, et donc il va y avoir un échange, un ou plusieurs bien sûr. On passe à la suivante. Voilà, alors je vous ai mis ce petit livre-là qui s'appelle en français « Salut », je vous l'ai mis en espagnol, pour montrer qu'un mot seul peut engager ou stopper une conversation. C'est un petit livre où on apprend à compter, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est des oiseaux qui arrivent un par un sur un fil et qui se disent « salut »,« salut » ou « hola » ou voilà, petit à petit, et on voit dans leur regard que finalement, où ils sont gênés, où ils sont arrogants, ou etc. Et puis au moment où ils sont 10, arrive une oiselle, et donc là, ils friment tous, quoi. Il dit « oh, ciao, on boit un verre, oh, vous êtes belle, etc. » Enfin, il la drague. Et donc, elle sort de sa poche ou de ses ailes une paire de ciseaux, elle coupe le fil, ils tombent tous et elle dit « salut ». Donc, le seul mot qui va être utilisé dans tout ce livre-là, c'est « salut » ou « hola hein, », puisqu'on peut le dire dans une autre langue. Et à partir de là, eh bien, on voit qu'il est assez drôle et il dit bien ce qu'il a à dire. Page suivante. Donc, dans cette oralité, on va tomber sur des auteurs absolument fascinants. Carson Ellis, c'est une américaine, Carson Ellis, pardon, qui va inventer une langue. Donc, une langue d'insectes, que je vous ai mis en traduction, en différentes traductions, puisqu'il existe, même si cette langue n'existe pas, elle est traduite. Et on va voir une page suivante, voilà. Ce sont des insectes qui ont vu apparaître une fleur et qui se disent qu'ils vont pouvoir la dévorer, la manger, etc. Et on voit, alors qu'on ne comprend pas un mot de ce qu'ils racontent, c'est assez difficile à lire, il faut s'entraîner un petit peu avant, hein. On voit que finalement, les insectes du dessus sont émerveillés, ils se disent que c'est super. Les 2 insectes d'en bas, il y en a un qui est interrogateur, l'autre qui dit oui, c'est Zouiz, oui, c'est une turlutine botte. Voilà, et les autres interrogent, etc. Et tout le livre est fabriqué comme ça. Et moi, je le lis très souvent à des enfants petits qui se régalent et qui comprennent tout avec les images sans aucun problème. Ils rentrent dans une syntaxe qui est donnée, bien sûr, par les majuscules, par les points de la ponctuation. On passe à la suivante. Alors, on a de la chance d'avoir des grands auteurs qui travaillent bien. Donc, Claude Ponty, qui va faire quelque chose qui est important à l'oral, qui n'est pas toujours accessible et qui s'appelle le jeu de mots. Alors, vous voyez un petit souverain, hein, on voit bien que c'est un roi, il a une couronne, il a un sceptre, il est debout sur un fauteuil royal et il s'appelle Ernesto Primonello the First 2. Alors, Ernesto en allemand, c'est premier. Primonello en italien, c'est petit premier. The first, c'est le premier en anglais avec la prononciation française inimitable du déterminant. Et 2, parce que c'est un dauphin. Il n'est pas encore roi.
ersto primonello, the first. Page suivante, on va continuer dans les jeux de mots. Eh bien, on voit que le premier poussin en haut qui lit le journal tout le temps, il s'appelle Bouffe News. Le poussin qui est tout à fait à droite s'appelle Cirque des Pékines. Pardon, j'ai oublié un P entre le D et le E. Cirque des Pékines, donc il fait… celui qui dort sous la neige s'appelle Slipododo. Donc celui-là, il est très drôle parce que les petites maternelles, ils pensent qu'il dort avec son slip ou sans son slip, etc. Tandis que les enfants qui font un peu d'anglais savent que dormir en anglais, ça se dit to sleep. Et donc, on rencontre ces deux langues qui vont se télescoper. Et puis le dernier qui nous tire la langue, eh bien en fait il nous dit qu'il nous aime. Alors il s'appelle Ti voglio bene good good, voilà, Ti voglio bene c'est je t'aime en italien, et good good, mais cette fois-ci en phonétique française, eh bien c'est bonbon, hein, je t'aime beaucoup, énormément. Voilà, on passe à la suivante. Et là, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, Elsa Valentin, qui a fait un magnifique livre, Boo et les trois ours, où on a 7 langues à peu près qui circulent dans le texte. Elle vient de faire, alors le premier, c'était quelque chose à partir de Boucle d'or et les trois ours. Le deuxième, Chaprouchka, c'est sur la rencontre du loup et du petit chaperon rouge. Et le tout dernier qui vient de sortir il y a 15 jours s'appelle Galinella, petite poule rousse. C'est bien sûr la petite poule rousse. Alors, je vais vous montrer, on va passer à la suivante pour voir un peu une page de Boo et les trois ours. Œilladant autour d'elle, elle visa une lumiluce qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. C'est absolument délicieux et c'est un petit peu, vous savez ce que font les enfants qui commencent à parler 2 langues ou 3 langues dans la même famille, mais même des fois la même langue et qui inventent des mots. L'autre jour, j'étais avec un enfant qui était handicapé, qui me dit maintenant on va prendre le descenseur alors qu'on avait pris l'ascenseur juste avant. Voilà, ils essayent de comprendre comment fonctionnent les règles et à partir de là, ils construisent un sabir, quelque chose qui est entre toutes les langues. Donc ici, c'est de l'oral et nous, plus on va avoir montré ce genre de livres aux enfants qui sont assez complexes, plus on leur fait en sorte qu'ils se posent des questions, qu'ils essayent de comparer, d'imiter, et plus ils rentrent dans le haut niveau de l'oral et pas simplement un oral avec un sujet, verbe, complément. On passe à la suivante. Alors, ensuite, eh bien, nous, quand on va lire des histoires, parce que quand on lit des textes aux enfants, on oralise les textes et à partir de là, on va aller chercher dans le texte, dans le livre, les voix du texte, c'est-à-dire les dialogues qui vont exister puisqu'on est dans l'oralité, donc on a échange. Dans Quel cafouillage, Gianni Rodari, qui est un génie, qui a fait énormément de choses sur les ateliers d'écriture, etc., a fait un livre qui s'appelle Quel cafouillage. C'est le grand-père qui raconte le petit chaperon rouge à sa petite fille, mais il se trompe tout le temps. Il dit qu'elle s'appelle le petit chaperon jaune, il dit pas qu'elle a une galette, mais il dit qu'elle a un sandwich, etc. Et la petite fille corrige sans arrêt, ça l'énerve vraiment. Alors, c'est formidable ce livre parce qu'on entend la voix du grand-père, on ne sait pas s'il ne fait pas trop exprès, hein, on pense que oui. On entend la voix irritée de la petite fille, mais on entend la voix du texte de Perrault ou de Grimm, parce que si on n'a pas en mémoire la voix de ce texte, on ne peut pas corriger le texte qui est en train d'être lu. Et puis on entend la voix des enfants qui sont devant le lecteur et qui petit à petit s'insurgent et disent « mais non, c'est pas jaune, mais non, c'est pas un sandwich, mais non », etc. Et ce qui va être important dans l'oral, c'est Mikhail Bakhtin, le sociolinguiste soviétique, qui raconte beaucoup ça, c'est qu'à l'oral, quand on entend quelque chose, il faut qu'on ait une attitude responsive. Autrement dit, les enfants qui ne parlent pas alors qu'on leur raconte une histoire, on rate un peu notre coup. Autrement dit, l'oral appelle la réponse des autres et appelle un échange, appelle une entrée dans l'oralité. On passe à la suivante. Voilà, alors celui-là, il est aussi drôle, c'est un Belge cette fois-ci, Michel Van Zenveren, qui montre un loup qui va faire son boulot de loup, il va manger le petit chaperon rouge, la grand-mère, etc., etc. Et chaque fois qu'il annonce l'action qu'il va faire, la petite dit « et pourquoi ?» Et chaque fois, je vais te manger, et pourquoi ? Tu vas prendre ce chemin, et pourquoi ? Et donc du coup, à cause de cette petite fille qui n'arrête pas de dire « et pourquoi ?» jusqu'au bout, les enfants sont obligés de se poser et de verbaliser, de comprendre la logique des personnages, c'est-à-dire pourquoi le loup mangerait-il la petite fille, etc. Mais ils sont obligés de comprendre aussi la logique du récit. Si on met un loup et une petite fille dans une forêt, etc., forcément, il y a dévoration et ils sont obligés d'expliciter les implicites. Alors, je fais un petit retour. Monsieur Blanquer a dit aujourd'hui qu'il fallait remettre du latin. Donc, implicite, ça veut dire en latin plié dedans. C'est-à-dire que les textes ne disent pas tout
Et nous, on pense toujours que les enfants savent expliciter, c'est-à-dire déplier ce qui a été plié dans le texte, et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Du coup, ce genre de livre-là oblige à dire pourquoi et pourquoi et pourquoi, et donc d'arriver à questionner l'évidence, hein, l'évidence du petit chaperon rouge. On passe à la suivante. Voilà, alors on va faire l'expérience de la parole narrative. C'est pas si simple que ça. Je vous ai mis 2 images de Philippe Corentin. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « C'est à quel sujet ?» Voilà, tu ne regardes pas la télé, demande la mère à l'enfant qui vient de s'écraser contre le mur. Donc on est dans l'absurde. Et puis l'autre, c'est un jeu de mots sur le chat botté. Après, il va y avoir le chat perçant qui va se faire percer le dos par une perceuse, etc. Autrement dit, la parole narrative, l'oral, va fonctionner sur l'ironie, sur le détournement, etc. Tout un nombre de choses qui sont difficiles à comprendre si on n'est pas formé depuis qu'on est tout petit pour le manier. On passe à la suivante. Voilà, donc on va aussi entrer dans des niveaux de langue avec les livres et montrer qu'à l'oral, bien, il n'y a pas que... Pardon, j'ai cru que j'avais encore coupé mon micro, non? Voilà, donc le premier livre, le premier album, c'est Les Deux Goinfres, et le petit dit « Mon plus préféré comme chien, c'est Babal, c'est mon chien. Lui aussi, il aime les gâteaux, il n'est pas né le gâteau qui nous rendra malade. Mon plus préféré, on le retrouve dans plein de livres, hein, chez Claude Ponty, etc. C'est-à-dire que les auteurs, pour la jeunesse, pour les tout-petits, intègrent à l'intérieur de l'oral élaboré, on va dire de la langue élaborée, intègrent le parler des enfants qui sont en train de construire. Et le deuxième vient de Zygomar n'aime pas les légumes, et ils sont tombés dans chez le peuple des légumes, un peuple très très dur, un très très méchant, et je ne sais pas si vous voyez bien, mais les légumes parlent en phonétique, et en plus les mots ne sont pas coupés, parce qu'à l'oral les mots ne sont pas coupés, à l'écrit il y a des blancs entre les mots. Alors la fraise demande « ils sont rigolos », qu'est-ce qu'on leur fait? Faisons-le pleurer, propose un oignon, et l'autre dit faisons-le et en vinaigrette, dit une tomate. Autrement dit, ce genre de texte nous oblige à montrer aux enfants que ce qui va nous aider à l'écrit, c'est la coupure des mots, c'est leur orthographe aussi, chose qu'on ne distingue pas tout à fait. Ce qui fait que les enfants peuvent dire qu'on a pris l'ascenseur et que l'ascenseur, elle était en panne, hein, puisque si elle commence par là, c'est forcément du féminin. On va passer à la suivante. Voilà. Par contre, chez Philippe Corentin, on a des niveaux de langue très élaborés, et ça, c'est dans l'Afrique de Zygomar. Écoutez cette syntaxe. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Parce que ton ami est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli le souriceau. Tais-toi, gros bêta. Nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Magnifique construction, des phrases complexes, raisonnement hypothético-déductif, sujet inversé. On est souvent avec Corentin devant ce genre de texte qui fait que, à force de les lire, cette langue va s'imprégner chez les enfants et ils vont pouvoir la réutiliser. On passe donc à la suivante. Voilà. Et puis, eh bien, quand on parle à quelqu'un, sauf cette situation-là, on le voit à l'autre, enfin on le sait. Eh bien, dans les livres, les bons auteurs sont dans leurs livres, on les devine, leur présence est là, on sent qu'ils sont là, on voit quels sont leurs points de vue, etc. Alors Philippe Corentin, il va plus loin, puisque lui, il dit « Ah ça, mais c'est mon nez, c'est mon gros nez, je le reconnais ». Et effectivement, Philippe Corentin ressemble à ce monsieur, bon, caricaturalement, et la mouche qui était dans Z, finalement, est venue trouver monsieur Corentin pour lui dire « Bonjour, monsieur Corentin, c'est très bien ce que vous faites, mais nous aimerions que vous arrêtiez vos histoires de loups idiots et qu'à la place des loups idiots, vous mettiez des mouches. » Autrement dit, elle demande à être des personnages importants dans les histoires. Donc ici, on est sur quelque chose de formidable qui montre qu'on est dans le récit et par-dessus le récit, pareil dans le texte de Plouffe, où on va montrer, on va se rendre compte que le conteur était en train de raconter, puis il s'est passé quelque chose, il est obligé d'arrêter son discours, et c'est l'immanence du conteur, un vrai conteur, il s'arrête. Alors, il s'aperçoit que le fromage, patatras, voilà le saut.
Il s'aperçoit donc que le fromage n'était que le reflet de la lune. Donc, on voit que l'art de Corentin, c'est le maître de l'oral, hein. C'est pour ça que je vous en mets beaucoup aujourd'hui. C'est de montrer comment ça fonctionne, cet oral, hein, qui va s'arrêter au milieu, alors que normalement, on est à l'écrit, on aurait dû enlever cette histoire. On passe à la suivante. Voilà, alors je vous ai mis deux albums que j'aime bien. Le premier est de Najda, où il y a des apartés. La horrible petite princesse est tellement horrible, c'est la chouchou de son père, le roi, mais la mère ne l'aime pas trop. Alors chaque fois que le père félicite sa fille, sa mère en aparté dit oui, bah, si tu te maries, essaye d'habiter plus loin, comme ça on ne te verra jamais, etc. Autrement dit, quand on va lire cette histoire aux enfants, il faut carrément que le lecteur ou la lectrice change de position du corps pour montrer que le père dit une vraie parole à sa fille, alors que la mère est en train de dire quelque chose en douce. Et puis, dans ce très beau livre de Bébé Chouette, on passe à la page suivante, on voit qu'il y a des parenthèses. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Entre parenthèses, toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Et qui est-ce qui dit ça? Sinon, le narrateur qui est en train de s'adresser aux enfants pour dire, bon, je vous ai dit quelque chose, mais il faut que je vous précise quelque chose. Donc là, forcément, l'oral que l'on va utiliser au moment où on va lire aux enfants va être un oral d'aparté, un oral plus bas. Je crois qu'elle est partie chasser, dit Sarah, pour nous rapporter à manger, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Lou. Et ce je veux ma maman qui revient tout le temps dans la bouche de la plus petite chouette, c'est une borne répétitive qui va retenir l'attention des plus petits qui sinon s'en vont en cours de route. On passe à la suivante. J'ai un petit peu peur du temps. Voilà, alors je finis cette partie avec l'ours affamé. C'est une souris qui mange une fraise et pendant tout le temps, il y a quelqu'un qui lui parle. Et là, par exemple, il dit c'est un ours qui adore les belles fraises bien mûres. En fait, la personne qui parle dit qu'il y a un ours qui va arriver et la fin montre que la fraise a été mangée, il y a du sang sur la nappe. On ne sait pas si la souris n'a pas été mangée non plus, mais jusqu'au bout, on ne sait pas si c'est l'ours qui parle ou si c'est le narrateur qui parle, et c'est à nous de décider. Donc ces livres-là sont précieux parce que ce sont des livres qui vont donner la parole aux enfants, hein. Un bon livre, c'est celui qui donne la parole aux enfants et non pas quelque chose qui cloue le bec. On passe à la suivante. Voilà, alors j'ai essayé, puisque vous êtes dans des endroits plurilingues, de vous montrer une collection que je trouve intéressante sur le plan de l'utilisation des langues, hein. C'est Oups et Oh là là de Talent Haut. La première phrase est en français, on va mettre les livres en haut, et la deuxième en réponse est en anglais. Autrement dit, c'est toujours comme ça, un parle en français, l'autre parle en anglais, et du coup, les langues se comprennent par contamination, par contextualisation. On passe à la suivante. Voilà. Alors, juste, il faut s'entraîner pour bien dire les choses, hein, donc, je vous ai juste mis un livre de Bernard Friot qui fait des exercices de diction et on en a besoin à partir de poèmes. On passe à la suivante et puis j'ai un peu peur. Encore 5 minutes, c'est bon? Largement, prenez votre temps. Ouais, c'est vrai, j'ai peur. Alors, on arrive à l'oraliture. Donc, l'oraliture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est de l'oral qui a été dit tellement longtemps, tellement souvent, tellement de fois, etc., qu'il devient presque écrit, mais il est écrit dans notre tête. Moi, je parle sans notes, là. Je ne parle qu'avec des images, mais j'ai tellement écrit mon texte que je suis dans l'oraliture et je ne suis plus dans de l'oral. Je suis entre l'oral et la littérature. Je suis entre l'oral et l'écriture. Alors, je vous ai mis un kamishibai. Donc, l'association d'Ulala organise chaque année un concours de kamishibai. Le kamishibai, c'est un petit théâtre japonais qu'on passait dans les villages. Les enfants payaient. Et s'ils payaient cher, ils étaient devant, ils voyaient bien. S'ils payaient un peu moins cher, ils étaient derrière, ils voyaient moins. Et après, on leur donnait un bonbon, etc. C'est quelque chose qui s'est fait beaucoup au moment de la Grande Dépression au Japon pour gagner un peu d'argent de la part du compteur. Donc, on va passer à la suivante pour entrer dans une explication un peu plus approfondie de ce terme. Donc, c'est un néologisme, hein, il n'existe pas dans le dictionnaire. Et il parle de l'ensemble des manifestations intermédiaires entre l'oral, qui n'a pas de trace, on dit que l'oral est volatile, et la littérature, qui est tracée. Donc, c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est quand on rencontre quelqu'un à qui on n'a rien à dire, on dit bah, « il fait froid aujourd'hui » ou « l'hiver arrive à grands pas » ou voilà, c'est des phrases qui sont inscrites. Voilà. Donc, le passage de l'oralité à l'oraliture, c'est le passage de la mémoire à court terme, voilà, à la mémoire interindividuelle à long terme, quelque chose qu'on a construit socialement. On va passer à la suivante.
Et pour dire que les genres de l'oraliture sont le mythe, l'épopée, le conte, la chanson, le proverbe, le dicton, l'adage, l'aphorisme, etc. Hein. On voit par exemple, tel est pris qui croyait prendre, ça vient de La Fontaine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est aussi La Fontaine. Et ces phrases-là, on les utilise dans l'oral courant. C'est des choses qui sont tracées, qui sont écrites et qui vont nous aider beaucoup à faire évoluer l'oral des enfants, puisque c'est par l'écrit qu'on évolue à l'oral. On va passer à la suivante et on va entrer dans cette oraliture. Donc, la reine de ce domaine pour les tout petits, c'est les comptines, parce que les comptines vont fixer un type de langue et les savoirs de base. Par exemple, on va parler du nez, du corps, du temps qui fait, des choses, etc., avec des rythmes et des rimes qui permettent d'ancrer les choses et de faire en sorte que ces choses se mémorisent. Mais aussi, les comptines, elles font parler les corps, on fait des gestes, on mime, et elles font parler les corps à corps. On se prend la main, on se tient par les épaules ou par la barbichette, excusez-moi pour le L qui a été oublié. Donc, les comptines sont extrêmement importantes. On va passer à la suivante. Ici, ce sont les comptines que Dulala a enregistrées en 26 langues auprès de parents de Seine-Saint-Denis, parce que ces comptines, elles vont valoriser la langue familiale déjà, elles vont aussi faire en sorte que l'enfant qui connaît cette langue et les autres qui ne la connaissent pas devient un expert de sa propre langue et il devient dépositaire d'un savoir que les autres n'ont pas. On passe à la suivante. Alors, j'ai mis un fil d'étendage parce que les comptines sont des passerelles entre la maison et le lieu de vie sociale. Mais elles sont aussi des passerelles entre les chansons qu'on chantait hier et celles qu'on chante aujourd'hui, entre les chansons qu'on chante ici et les chansons qu'on chante ailleurs. Et surtout, elles vont familiariser avec diverses sonorités. Alors qu'on est en train de faire quelque chose ensemble, on chante tous ensemble, on danse tous ensemble, et à partir de là, le langage devient quelque chose interindividuel et de singulier. On passe à la suivante. Du coup, on va faire des fêtes. Voilà, nous, on fait beaucoup de fêtes. Je vous en ai mis une autre qui n'est pas de chez nous, mais qui s'appelle Popote et Comptine. On va donc repérer les langues parlées autour de nous. On va réunir des ressources. Donc, réunir des ressources, c'est généralement des parents qui connaissent ces comptines, des grands-parents, des aînés, etc. On va former des groupes de récitants, de traducteurs, de traductrices, d'analystes. On va analyser ce qu'il y a dans les comptines. Elles sont coquines, les comptines, en général. Ce n'est pas des pièces naïves. On va inventer, on va diffuser, on va fêter, on va faire on va dire du spectacle de l'oral, mettre en spectacle l'oral, parce que la parole, quand elle se passe bien, c'est ce que nous avons de plus cher entre nous, et voilà, si on la manipule sans haine et sans méchanceté. On continue. Voilà, alors je vous montre quelques comptines qui sont bien enregistrées, parce qu'il existe beaucoup d'enregistrements, notamment sur Internet, mais là, c'est Didier Jeunesse. Alors, je vais vous dire juste, parce qu'il y en a tellement de comptines qu'on ne sait pas lesquelles choisir, donc moi, je vais vous dire ce que moi, je choisis, parce que j'habite à Paris et que je travaille en Seine-Saint-Denis. Je choisis des comptines berbères, parce qu'il y a très peu de berbères, il y a beaucoup d'arabes, mais on a très peu de récits ou de chants en berbère. Je choisis l'Amérique latine, parce que souvent les enfants pensent que l'Amérique, c'est les États-Unis, et ce n'est pas seulement les États-Unis. On passe aux suivantes. Je choisis souvent les tziganes parce qu'ils ont une mauvaise réputation en France, les gens du voyage, et donc du coup ça montre qu'il y a une culture. Et dans les comptines et berceuses rizières, c'est qu'il y a beaucoup de comptines qu'on connaît en Europe, par exemple le Frère Jacques, etc., et qui sont reprises en chinois, par exemple. Je crois que c'est en chinois ici, en mandarin. On passe à la suivante. Voilà, donc il y a aussi des comptines qui peuvent être des comptines locales, mais par exemple, si on habite en Égypte, mais par exemple, Didier Jeunesse a aussi enregistré des comptines en arabe. Donc, on peut se demander, voilà, si c'est pareil, si c'est différent, s'il y a un autre enregistrement. Et diapositive suivante. Voilà, Rue du Monde qui a enregistré plusieurs comptines, Dulala, je vous l'ai déjà dit, et dernière diapositive sur les comptines. C'est que quand on chante cette fameuse Ferme à Mathurin en français, I-A-I-A-O, eh bien, on peut apporter la même version, mais en anglais ou en italien, ou etc., parce que cette comptine est très traduite. Et puis, on peut aussi amener un imagier où il y aura tous les animaux de la ferme de ce pauvre Mathurin qui doit avoir beaucoup de travail. Voilà, on va passer à la suivante.
Alors, on va passer à tous ces récits imagés. Christian Bruel, qui est un théoricien de l'album pour enfants, dit qu'il faut arrêter de dire que ce sont des albums sans texte. Ce sont des albums avec images. Donc, il ne faut pas les décrire parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils ont bien. Donc, les récits imagés, ce sont des récits sur lesquels les enfants vont pouvoir greffer une parole. Et ils vont être aidés par la structure du récit. Cette structure-là, elle est évolutive. On parle d'une bulle rouge. Cette bulle devient une bulle de chewing-gum, qui devient un parapluie, qui devient une fleur, etc. Et donc, c'est la linéarité, la métamorphose, la logique qui va permettre d'articuler le langage. Il faut toujours qu'il y ait une structure pour que le langage se développe, ou des enjeux. On passe à la suivante. Voilà, Rascal a fait 4 petits albums qui reprend les contes, des contes connus, mais ces albums n'ont pas de texte, sauf qu'ils sont tellement importants au niveau de l'image, tellement suggestifs, que les enfants ont les textes, ont les images dans l'ordre chronologique de ces contes, et c'est parce qu'il y a la chronologie que tout d'un coup, eh bien, ils peuvent s'aider de ces images-là pour soutenir leurs paroles et soutenir le récit, et on voit arriver des verbes au passé simple, on voit arriver des prépositions, soudain, subitement, etc. C'est-à-dire que les enfants essayent de parler comme Perrault a écrit, comme Grimm a écrit, comme d'autres ont écrit. On passe à la suivante. Voilà. Alors ça, on passe à une étape un peu supérieure. Christian Bruel et Nicole Claveloux ont écrit un livre qui s'appelle Petit chaperon loup. Alors ce livre s'ouvre par le milieu. Sur la page de gauche, vous avez plein de petits de loups déguisés, soit en petit chaperon rouge, soit en infirmière, soit en star, en Marilyn Monroe, etc. Et sur la page de droite, sur le stock de droite, vous avez plein de loups qui peuvent être des délinquants, qui peuvent être des nourrissons, etc. Et c'est par le jeu d'images que vous allez pouvoir mettre, par exemple, un petit chaperon rouge, un loup en chaperon rouge à côté d'un bébé, ou une infirmière avec une piqûre à côté d'un loup qui est sur un lit d'hôpital, et vous allez pouvoir construire vos propres images et du coup sortir de la langue de Perrault ou la langue de Grimm pour pouvoir arriver à une langue qui est personnelle, qui est la scène. Vygotsky dit que pour apprendre à parler, à penser, il faut passer de l'interpsychique, ce qui se passe entre les psychismes, entre les gens, à l'intrapsychisme, ce que l'on intériorise de ce qui s'est passé dans un groupe qui est composé de gens hétérogènes. Voilà, alors j'ai pas fait grand-chose, je me suis pas appesantie là-dessus parce que c'est tellement évident que les livres qui sont après les comptines, les livres qui marquent le plus le langage des enfants, ce sont les randonnées, déjà parce qu'elles sont répétitives, qu'elles sont structurées, qu'elles avancent, elles ont une logique et qu'elles riment souvent comme Poule Plumette, de Paul Galdon, c'est un régal où tous les animaux sont là, donc on a tout dans les randonnées, on a les phrases extrêmement bien construites, les verbes conjugués, les onomatopées, etc. Et la grosse fin de Petit Bonhomme qui montre aussi comment le langage circule entre des métiers différents, le meunier, le boulanger, etc. C'est-à-dire que selon que je m'adresse à certaines personnes, eh bien mon langage va changer. Voilà, donc celle-ci, c'est la comptine, la randonnée qui a été le plus traduite au monde. Elle a été traduite en 60 langues, je crois. Et donc, du coup, bien sûr, c'est une chance qu'on a de pouvoir la lire dans différents endroits, dans différentes langues. Voilà. Alors, le problème, c'est que pour que les enfants retiennent quelque chose de cet amoncellement de choses, c'est qu'il ne faut pas que ça soit un amoncellement. Il faut mettre les livres en réseau, il faut organiser un système. Donc, être cultivé, dit Pierre Bayard, dans Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre, c'est savoir se repérer dans leur ensemble, savoir qu'ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres. Alors, voilà ce que moi je vous propose, ce qu'on a essayé de faire par rapport à l'oral et au livre de l'oral. On est parti de la comptine. Alors, je mets celle-ci, Où y es-tu, que fais-tu, etc. Et on a commencé à chercher les livres qui, petit à petit, par petit décalage, par variation, vont parler de cette comptine. Donc, on a de Bénédicte Guettier, Je m'habille et je te croque. On a de Olivier Douzou, Lou, je mets mon nez, je mets mes oreilles, je mets ma langue, je mets, etc. Et puis, on a Émilie Gravette, où on va montrer au contraire que les 3 petites cochonnes, ou les 3 petits cochons, je crois qu'il y a un petit cochon, ont décidé que le loup ne les mangerait pas, et c'est une course dingue. Et puis, page suivante, on va montrer d'autres livres, où par exemple, dans Mon ballon,
Il ne s'agit pas du tout de cette comptine. Et pourtant, quand la petite fille en rouge, on a bien compris que c'était le petit chaperon rouge, se promène dans la forêt, elle commence à chanter « Promenons-nous dans les bois ». Puis elle rencontre quelqu'un. Et page à la suite, elle va dire « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas ». Et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans mon ballon, si on peut juste revenir en arrière, Julie, c'est de ma faute, j'ai dit suite et ça t'a dû t'en dire. Dans le Mont Ballon, chaque fois que la petite fille rencontre quelqu'un, la petite comptine avance d'une phrase jusqu'au moment où, comme on arrive à la fin de la comptine, on se rend bien compte que le loup va arriver à ce moment-là. Autrement dit, la comptine, c'est le marqueur de la chronologie du texte, c'est ça qui va faire avancer les choses. Et tout d'un coup, on passe maintenant à la suivante. On va tomber sur un album de Mitsumatsu Anno qui s'appelle « Loup y es-tu ». Sauf que dans cet album, il n'y a jamais de loup, il n'y a jamais de cochon, il n'y a jamais personne. Il n'y a que des feuilles, de l'eau, des rochers, etc. Mais les enfants cherchent dans les feuilles, ils essayent de trouver le loup, il est sûrement là, etc. Et dans ce cas-là, on les laisse, on leur demande de faire silence à un moment et on se met à faire à chantonner, de manière à faire revenir la comptine qui s'est gravée, qui s'est imprégnée, qui est incorporée et qui finalement va ramener le souvenir par la mélodie. Et ça, je trouve ça absolument magnifique à faire et ça crée toujours des choses assez fortes dans les groupes d'enfants. Page suivante, on va faire la même chose avec une autre comptine. On va prendre Gentille Alouette, par exemple. Donc, on a de la chance, elles sont très bien mises en page. Ici, c'est Julia Chausson, c'est Heureux du monde. Eh bien, cette alouette qui perd le bec, les yeux, la plume, etc. On a la même chose avec la vache, Jojo, qui perd les cornes, qui perd les taches, qui perd la queue, qui perd les pieds, etc. Et on a la même chose avec Le vent m'a pris de Rascal, où c'est quelqu'un qui perd son manteau, sa chemise, son pantalon, sa culotte, etc. Du coup, les enfants vont voir qu'il y a des liens. On peut commencer à mettre ces livres ensemble. On peut faire la même chose avec Il court, le furet, où on va avoir le Noël du Bois Joli, Roule Galette, hein, qui ressemble un peu à ce genre de choses, et puis la course au gâteau. Et on va faire des tableaux. On se dit que finalement, quand on va vouloir faire un réseau, mettre un réseau, quelque chose autour de l'oralité, c'est-à-dire ce passage, c'est pas tellement ce passage, mais cette transformation d'une oralité en écriture, en oraliture. Eh bien, on va chanter la comptine, Alouette, Loup y es-tu, Il court le furet. On va chercher une transposition, on va chercher une variation. Dans Mon ballon, c'est une insertion, mais on n'en a pas trouvé. Et dans Loup y es-tu, on n'en a pas trouvé pour les autres. Le texte, la chanson est inscrite dans le livre. Voilà. Et à partir de là, on commence à construire des réseaux au fur et à mesure, à partir d'une logique qui est celle-ci, mais qui peut être une autre logique, bien évidemment. Voilà. Alors, est-ce que les livres parlent? J'étais devant une petite fille l'autre jour à qui j'ai dit « De quoi il parle ton livre ?» Elle m'a dit « Tu sais, les livres, ça ne parle pas. » Il faut savoir que quand un enfant rentre à l'école maternelle, il y a des enfants qui ont déjà plus de 1000 heures de lecture derrière eux, à raison d'une histoire, 2 par soir, relue par les grands-parents le week-end ou les vacances, etc. Et des enfants qui entrent à l'école sans savoir que les livres parlent. Voilà, alors ils parlent les livres. Regardez, le loup a eu peur du petit chaperon rouge, qu'il a sorti du lit, qui lui a dit « Tu me crois aussi bête que le petit chaperon rouge ou quoi ?» et qui a voulu la tuer à coups de fourche. Et la grand-mère a calmé le jeu et qu'à la fin, le loup dit, c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'elle est encore là? Et la grand-mère dit, mais non, elle est partie. Le loup dit, tu es sûr qu'elle est partie? Oui, c'est la fin de l'histoire. Et puis, de toute façon, c'est la dernière page. Ouf, fit le loup, quelle histoire. Alors, on est là devant, c'est toujours chez Philippe Corentin, Mademoiselle Sauf qui peut, on est là devant quelque chose de magnifique parce qu'on est sur du métatextuel, on est en train de parler de l'histoire qu'on est en train de lire, donc la parole se greffe sur de l'écrit, mais cette image est particulièrement forte parce que au moment de l'imprimerie et au moment où les contes ont arrêté d'être racontés devant le feu le soir, dans les veillées, etc., on a eu peur que l'oral ne se perde et donc on s'est dit qu'il fallait noter les écrits, c'est pour ça Perrault, etc., mais d'autres gens en Italie et tout, ont écrit les contes oraux pour garder la mémoire. Donc cette écriture, c'est le moment, cette image, c'est le moment où l'oral vient au secours de l'écrit, vient au secours de l'oral pour que les histoires ne se perdent pas. Et ici, on a les 2 plus grands personnages des contes, le loup et la grand-mère. Donc, on a décidé d'écrire nos histoires par des récits, des fables, des contes. On aurait pu les écrire par des tableaux, par des schémas. Non, on a choisi le récit, la fable,
contes pour se transmettre les mémoires de génération en génération et pour tirer de l'expérience conjoncturelle, c'est-à-dire, eh bien, pour le petit chaperon rouge, le fait que des hommes couraient après les jeunes filles dans les bosquets, une morale, autrement dit, de partir de l'expérience ordinaire vers une expérience structurelle, communicable et partageable parce qu'elle n'était pas simplement individuelle. Donc, notre rôle à nous, c'est de choisir des livres qui donnent à parler, mais qui donnent aussi à penser, bien sûr, qui apportent des manières de comprendre et de décrire le monde avec des mots qui soient concepts. Autrement dit, il faut faire attention au vocabulaire des livres. C'est pas pour que ce soit du bon langage, sous-entendu que le langage familier ne serait pas bon, mais c'est pour que les mots aident à penser. L'autre jour, j'étais devant des enfants qui lisaient Rose Bonbonne en CE1 et un enfant me demandait ce que c'était que la compassion et c'est important de savoir ce que c'est que des mots théoriques et donc il ne faut pas les enlever quand on lit quelque chose aux enfants, au contraire il faut les expliquer et donc j'ai demandé ensuite à cet enfant s'il avait de la compassion lui pour des gens, des animaux, des choses. Il m'a dit oui j'ai de la compassion pour la Palestine, l'Irak, l'Iran, voilà, donc tous les pays arabes et il s'appelait Ismaël et c'était important aussi qu'on puisse sortir de la compassion qu'il y avait dans les livres pour aller vers l'expérience individuelle des enfants. On ne peut pas parler de quelque chose qui ne nous touche pas. Enfin, on prépare maintenant à partir de la seconde, je crois, la seconde ou la première, une épreuve d'éloquence. Cette épreuve d'éloquence, elle donne lieu à plein de choses assez étranges des fois. Alors, je vous cite quelque chose d'Elisabeth Bautier, qui est chercheuse à Paris 8. Elle dit, pour être éloquent, il faut avoir énormément de choses, il faut savoir énormément de choses écrites. Il faut savoir tisser des choses entre les savoirs ordinaires de tous les jours, l'oral premier, et les savoirs savants, l'oral secondaire. L'éloquence, c'est la mise en scène de ces savoirs. Donc, on ne peut pas être éloquent sur du vide. Et l'écrit va soutenir la parole et soutenir l'oral. On passe à la suivante, qui est peut-être l'avant-dernière ou la dernière. Voilà, je vous ai mis ce livre-là que j'aime beaucoup. Victor Hugo s'est égaré dans les bois, en habit d'académicien quand même. Hein. Voilà, et il a été recueilli par une famille d'ânes, mais c'est des ânes très stylés, ils boivent du champagne et tout ça. Voilà, et donc Victor Hugo va s'exprimer en alexandrin, forcément, et leur raconter Le Crapaud, un poème très long et très, très fastidieux à entendre. Donc les enfants ne vont rien comprendre, les petits anneaux, et ils vont essayer de traduire ce qu'ils comprennent, et du coup, on va entrer dans de la phonétique, des mots qui sont mal coupés. Et dessous, vous avez une phrase, c'est le narrateur qui dit « Le poète dit que le crapaud est triste ». Donc, on est dans 3 niveaux de langage dans ce livre-là, le langage du poète, le langage des enfants et le langage du narrateur. Dernière diapositive, je pense. Voilà, je voulais vous raconter cette histoire, c'est la dernière parce que je la trouve magnifique. Ce sont des otaries, une grande, une petite, qui sont ballottées par les flots et qui cherchent un endroit où se poser. Ça nous rappelle quelque chose de très, très actuel. Et ces otaries voient sur une île 3 autres otaries qui disent « il n'y a pas de place ici, c'est notre île, partez, rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit d'être là, etc. » et qui rejettent les otaries. Et on arrive à la fin de l'album, il y a une énorme vague qui passe devant les otaries et le texte dit à ce moment-là, je l'ai à côté de moi pour ne pas dire de bêtises, donc on va lire le livre à l'envers et le texte dit « Maintenant retourne-toi, comme tu peux le voir, tu dois partir tout de suite, tu ne peux pas rester ici, comme tu peux le voir, personne ne te dira, tu dois partir tout de suite, tu ne peux pas rester ici, installe-toi sur notre rocher, personne ne te dira, rentre chez toi. » Autrement dit, c'est le même texte, mais lu à l'envers. Ce texte-là a un autre sens. Et le sous-titre de ce livre-là, c'est qu'il y a toujours 2 versions d'une même histoire et il y a toujours une autre façon d'utiliser la parole haineuse ou la parole blessante si on sait justement parler, si on veut que les choses s'arrangent. Voilà, j'espère que ça va. Je crois qu'il y a peut-être une dernière diapo, c'est les coordonnées de Dulala, voilà, que j'ai mises ici. Merci beaucoup, Ivan, pour cette intervention. Je crois qu'on a tous été, pour reprendre les mots d'Elsa, ébouripoustouflés. C'était la vague. Quelle merveille! Merci, je suis contente. J'espère surtout que ça correspond à votre attente et que. Oui, c'était très, très chouette. Merci beaucoup, Evan. Quelle passion pour la langue. Très riche, merci beaucoup.
Hein, puis c'est amusant à faire, c'est bien, c'est agréable à faire avec les enfants. Voilà, les enfants se régalent. Et en tous les cas, j'étais ravie de parler avec vous qui êtes si loin pour dire qu'on est tous si près et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi, qu'on a des choses à faire ensemble. Il y a une petite question qui a été posée. Est-ce que les albums qui ont été mentionnés ce soir sont dans la liste de recommandations de l'Éducation nationale? Alors, certains, oui. Après, peut-être pas tous. Je les noterai, peut-être, j'irai regarder. Mais certains, oui, ils sont… Moi, j'essaye de prendre toujours des albums qui sont souvent cités par des chercheurs ou souvent cités par des conseillers pédagogiques ou dans la liste, de manière à ce que… et qui sont en bibliothèque. Mais un très grand merci, Yvan. Vraiment, on a envie que ça continue. Bon, c'est bien. Alors, peut-être pour répondre à la question sur les fonds plurilingues, juste, j'ai vu que la réponse, la question émanait du Maroc. Un petit clin d'œil à tous ceux qui sont au Maroc. Vous avez la possibilité, Dulala est partenaire, en fait, des centres de développement professionnel. Et il y a une très jolie formation sur les fonds plurilingues qui aura lieu, j'ai plus les dates en tête, mais il y a encore des places et vous pouvez vous y inscrire, que vous soyez en centre de documentation ou que vous soyez en classe. On a tous des petites bibliothèques au fond des classes, donc n'hésitez pas à contacter Monsieur Abdessamed Hamdoun qui se fera une joie de pouvoir vous y inscrire.